Il existe des récits de moines qui, après des décennies de méditation, avouaient ne pas craindre le monde extérieur, mais quelque chose qui s'éveillait en eux durant le long silence. Cette peur n'avait pas de forme, mais une présence, une force qui les attirait et les repoussait à la fois. C'était la reconnaissance que derrière toute pureté demeure toujours une trace de chaos. Le yin et le yang, symbole suprême de l'harmonie taoïste, étaient aussi un miroir dérangeant. Il révélait que même la lumière la plus pure contient de l'ombre. Cette contradiction est le point de rupture que beaucoup ont refusé d'affronter. Et c'est précisément là que commence la leçon que les anciens redoutaient d'apprendre. Sur la chaîne Solstice, notre proposition est d'explorer ces frontières où la spiritualité rencontre la psychologie. Ce n'est pas un espace de promesses de paix éternelle, mais un lieu pour ceux qui cherchent à comprendre la réalité telle qu'elle est, vivante, changeante et paradoxale. À chaque vidéo, nous décryptons des symboles universels et les traduisons dans notre quotidien contemporain. C'est une invitation à contempler ce point de tension qui soutient toute forme d'équilibre. Pensez au simple acte de respirer. Inspirer, c'est le mouvement, l'expansion, la lumière. Expirer, c'est le repli, l'obscurité, la mort momentanée. L'équilibre réside dans les deux, non dans un seul. Lorsque nous rejetons l'un des pôles, nous perdons la fluidité de la vie. Et il en va de même pour nos émotions, nos choix et nos quêtes spirituelles. Le danger est de croire que l'harmonie est l'absence de conflit. C'est cette erreur qui poussa des moines, et pousse encore beaucoup d'entre nous, à craindre le principe même qui pourrait les libérer. Ce que nous appelons le côté obscur n'est pas forcément destructeur. C'est la partie non intégrée du tout. Lorsqu'elle est réprimée, elle se déforme. Lorsqu'elle est reconnue, elle devient force créatrice. Dans la philosophie taoïste, le yin et le yang ne sont pas des ennemis, mais des compléments dynamiques. Pourtant, notre culture tend à choisir un camp, la lumière plutôt que l'ombre, la raison plutôt que l'instinct, la perfection plutôt que l'imperfection. Ce choix engendre une illusion de stabilité. Et c'est précisément cette illusion que le symbole du yin-yang vient briser. Il existe un angle mort dans toute tentative humaine de contrôler le flux naturel de l'existence. Nous cherchons l'ordre, mais nous oublions que celui-ci n'existe qu'en contraste avec le chaos. Nier l'opposé revient à vouloir figer une rivière alors qu'elle coule encore. Cette rigidité engendre la souffrance, à la fois individuelle et collective. La peur ressentie par les moines est la même que la nôtre face à l'inconnu intérieur. La prise de conscience que l'équilibre n'est jamais fixe et que la véritable sérénité naît du mouvement, non de l'immobilité. Si vous observez votre propre vie et remarquez qu'elle alterne entre clarté et confusion, entre force et fragilité, vous voyez le yin et le yang à l'œuvre en temps réel. Le défi n'est pas d'éliminer un des deux côtés, mais d'apprendre à danser avec les deux. Cette compréhension est libératrice, car elle démonte le mythe de la perfection et rend à l'existence sa nature organique. Chez Solstice, c'est ce type de contenu que nous proposons, une clarté sans fuite, une spiritualité sans déni, une sagesse appliquée à l'expérience concrète de vivre. Si ce thème résonne en vous, laissez-vous poursuivre cette exploration. Il y a une raison pour laquelle ce symbole a traversé les millénaires et continue de troubler les esprits en quête de sens. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et plongez avec nous dans l'art de comprendre ce que les moines craignaient. Non pas l'ombre, mais la force vivante qui habite l'espace entre les contraires. Car c'est là, au point de rencontre entre lumière et obscurité, que commence le véritable équilibre. On raconte qu'au 8e siècle, un jeune moine nommé Liang passait des heures face à un mur de pierre, méditant sur la dualité de l'existence. Une nuit, durant une retraite au monastère de Shaolin, il eut une vision qui le troubla profondément. Il vit le symbole du yin et du yang tourner lentement, jusqu'à ce que les couleurs commencent à se mélanger, effaçant la frontière entre le clair et l'obscur. Le lendemain, il raconta à son maître qu'il avait vu l'équilibre se dissoudre en lui-même. Le maître répondit simplement « Tu as touché la peur des moines ». Dès lors, Liang se mit en quête de la totalité. Cette histoire, bien qu'ancienne, révèle la tension essentielle entre le contrôle et l'abandon.
la même que nous vivons lorsque nous tentons de figer le cours de la vie. Il est important de comprendre que la peur du yin-yang n'était pas une superstition, mais une réaction philosophique au paradoxe du réel. Les moines redoutaient l'instant où la lumière devenait indiscernable de l'ombre, car cela défiait l'esprit qui a besoin de nommer et de séparer. Le symbole cessait d'être une métaphore pour devenir une expérience, le point où toute clarté se fond dans le mystère. Cette tension n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi psychologique. Elle représente l'instant où la conscience découvre qu'elle ne peut contrôler son propre contenu. C'est ce qui arrive lorsque nous essayons de vivre uniquement la bonne moitié de nous-mêmes et que nous découvrons que l'autre côté ne disparaît pas, mais se transforme en ombre active. Le conflit commence lorsque la recherche d'harmonie dégénère en déni. Dans l'histoire de Liang, le monastère prônait la sérénité absolue. Mais cette sérénité avait un prix, la suppression de l'instinct, du désir, de la colère, du doute. Peu à peu, les moines ressentirent une inquiétude silencieuse. La pureté qu'ils recherchaient les éloignait de la vie. C'est alors qu'ils commencèrent à craindre le symbole même qui devait les libérer. Le yin-yang devint une menace pour l'ordre, parce qu'il rappelait que toute stabilité dépend d'une part d'instabilité pour exister. Cette tension entre l'idéal et la nature est la première étape pour comprendre l'ambiguïté centrale du thème. L'harmonie n'est pas une paix constante, mais un mouvement rythmique entre les contraires. La philosophie taoïste décrit ce flux comme le Tao, le cours naturel des choses qui ne s'impose pas mais s'observe. Liang comprit que l'équilibre ne se conquiert pas par la force, mais se reconnaît par l'attention. En acceptant l'alternance entre clarté et confusion, entre présence et absence, il toucha à l'essence même du symbole. Cette révélation ne l'éleva pas au-dessus de l'humanité, elle le rendit plus humain. La tension entre les opposés n'est pas un défaut de la création, elle en est le moteur silencieux. Le même principe qui engendre l'harmonie est aussi celui qui produit le conflit. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par de petites contradictions. Nous voulons la paix, mais cherchons le stimulus. Nous voulons la sécurité, mais désirons le changement. Comme Liang, les moines découvrirent que le danger ne résidait pas dans le chaos, mais dans la tentative de le dominer totalement. Lorsque la conscience réprime son opposé, l'équilibre se brise. Le yin-yang devient alors, de symbole sacré, un souvenir dérangeant. Le rappel que toute lumière porte en elle sa propre limite. Et c'est dans cette limite que l'apprentissage se révèle. En renonçant à la quête de pureté, Liang ne devint pas moins spirituel, mais plus lucide. Il comprit que nier le côté obscur, c'est nier la moitié de la vie. Cette compréhension le libéra de la rigidité qui maintenait le monastère sous tension. L'histoire montre que la véritable peur des moines était d'admettre que l'équilibre ne peut être conservé, seulement accompagné, et que toute tentative de contrôle spirituel est, en fin de compte, une résistance au rythme même de l'univers. Aujourd'hui, le même dilemme se répète sous d'autres formes, dans la vie urbaine, dans la psychologie, dans la spiritualité moderne. Nous essayons de maintenir un idéal d'harmonie qui exclut le conflit, mais le Tao enseigne que la véritable harmonie ne naît que de la reconnaissance des deux pôles. C'est ce que nous explorons dans cet épisode de la chaîne Solstice. Non comme un mythe lointain, mais comme une carte vivante de la conscience. Restez avec nous pour comprendre comment le yin-yang que les moines redoutaient habite encore nos choix quotidiens, et pourquoi affronter ce paradoxe est le premier pas vers une véritable intégration. Appliquer le principe que les moines redoutaient exige d'admettre que le problème n'est pas de ressentir le conflit, mais de vouloir l'effacer. En pratique, cet effacement se transforme en rigidité attentionnelle, en perte de nuances et en décision impulsive déguisée en vertu. Lorsque nous cherchons la paix à tout prix, nous coupons le circuit de rétroaction qui permettrait d'ajuster le comportement en temps réel. Le résultat est un équilibre factice qui s'effondre au premier facteur de stress. Pour commencer, il faut définir la cible, restaurer l'alternance fonctionnelle entre activation et repos. C'est un entraînement du système nerveux et du langage, non une question de croyance. Et cela commence par un diagnostic objectif de votre schéma de fuite et de contrôle. Les solutions populaires échouent pour des raisons prévisibles. Supprimer l'émotion
augmente l'excitation physiologique de rebond et détériore la mémoire de travail. Répéter des mantras positifs sans contexte réduit la sensibilité au risque et favorise des décisions imprudentes. L'hyperproductivité comme anesthésie engendre fatigue, baisse de la variabilité cardiaque et irritabilité de fond. Spiritualiser le conflit favorise la dissociation et empêche l'apprentissage instrumental. La méditation prolongée, utilisée comme fuite, peut solidifier l'évitement expérientiel. Dans tous les cas, le pôle réprimé revient plus intense et moins négociable. Le mécanisme est simple et mesurable. Lorsque l'esprit tente de fixer la lumière, le corps active la vigilance et le seuil de menace diminue. L'attention se rétrécit, la créativité décline et les choix deviennent des réponses conditionnées. Sans alternance, le système perd en flexibilité et en résilience. Ce coup se manifeste par des somatisations, des compulsions et des décisions binaires. Inverser ce biais exige d'entraîner la perception interne et un langage capable d'accueillir le contraste. C'est ici qu'intervient la pratique que je propose. Le protocole repose sur 4 étapes: identifier, synchroniser, contraster et ancrer. Il intègre l'étiquetage affectif, la cohérence respiratoire et le contraste mental avec intention d'implémentation. Sa base scientifique combine des données sur la réduction de la réactivité par la nomination des états, l'augmentation de la variabilité cardiaque par la respiration lente et le renforcement de l'engagement par les plans « si alors ». L'objectif est de restaurer la danse entre les pôles sans recourir à la suppression. Vous pratiquerez par bloc court avec une mesure simple. La structure tient en 10 minutes et peut s'intégrer à n'importe quelle routine. L'exécution précise est plus importante que la motivation. Étape 1. Identifier. Pendant 60 secondes, décrivez à voix basse votre état intérieur avec des verbes et adjectifs précis. Utilisez 3 étiquettes spécifiques comme irrité, pressé, tendu dans la poitrine et observez les micro-variations. Étape 2. Synchroniser. Respirez à 6 cycles par minute durant 3 minutes en allongeant l'expiration et en sentant le pouls au doigt. Cela augmente la variabilité cardiaque et aligne le rythme autonome avec l'attention. Étape 3. Contraster. Pratiquez le contraste mental WHOOP pendant 4 minutes en alternant désirs et obstacles réels du jour ou de la semaine. Étape 4. Ancrer. Créez 2 plans si alors qui incluent leur opposé. Par exemple, si j'accélère le rythme, alors je baisse le ton de ma voix pendant 20 secondes. Enfin, notez un indicateur observable du résultat, comme le temps mis pour répondre à un email difficile. Ensuite, effectuez de petits entraînements en alternant moments de rythme élevé et de pause, afin que le corps apprenne à gérer les transitions. Réservez dans la journée un bloc d'énergie et un bloc de repos, avec un début et une fin définis. Dans le bloc d'énergie, faites une activité qui demande de la concentration. Étudier, résoudre un problème, écrire et observez simplement vos réactions corporelles sans chercher à les contrôler. Dans le bloc de repos, ralentissez. Marchez lentement, regardez au loin, respirez profondément et calmement. Cette alternance montre au cerveau que changer d'état est sûr et naturel. Évitez de vous juger ou de qualifier ce que vous ressentez de bon ou mauvais. Notez ensuite, de 0 à 10, à quel point vous avez réussi à circuler d'un état à l'autre. Cela permet d'observer un progrès réel sans se tromper. L'équilibre est une compétence dynamique, non un certificat de pureté. Les pratiques qui promettent une stabilité constante sacrifient l'apprentissage et se paient en rigidité. Le protocole que je vous ai présenté permet de négocier avec l'opposé plutôt que de l'expulser. 10 minutes par jour suffisent à reconstruire l'alternance qui soutient des décisions créatives et des relations plus honnêtes. C'est pourquoi, à la fin de ce passage, je vous propose un engagement simple. Au lieu de fuir l'oscillation, apprenez à l'habiter. Observez aujourd'hui, dans un geste ordinaire, le moment où vous tentez de contrôler ce que vous devriez simplement ressentir. C'est la frontière de l'apprentissage réel. Laissez un commentaire avec la phrase « Je pratique l'équilibre en mouvement ». Cette affirmation représente plus qu'un symbole,
C'est le premier pas pour transformer la peur du yin-yang en conscience vivante du Tao qui le soutient. Si cela résonne pour vous, appliquez le protocole dès aujourd'hui et observez une situation concrète gagnée en nuances. La pratique de l'attention oscillante repose sur un principe essentiel, commun à la psychologie et à la spiritualité orientale. L'esprit équilibré n'est pas celui qui élimine les tensions, mais celui qui sait circuler entre elles sans se perdre. Ce processus est lié à la métacognition, la capacité d'observer ses propres états mentaux sans s'y identifier. Dans le taoïsme, cette aptitude incarne le Wu Wei, l'action sans effort, où la conscience se déplace selon le flux naturel du moment. Le pratiquant ne cherche pas une quiétude forcée, mais la naturalité qui émerge lorsque le contrôle se dissout dans une observation lucide. Ainsi, l'équilibre n'est pas conquis, il est permis. Cette pratique rompt avec le modèle linéaire de régulation émotionnelle. Au lieu de chercher à réduire l'inconfort, elle le replace dans le contexte d'un cycle adaptatif. Les recherches sur l'autorégulation montrent que l'alternance entre focalisation et lâcher-prise stimule des zones du cerveau associées à la résilience émotionnelle, comme le cortex préfrontal et l'insula. Cette oscillation consciente réorganise le système nerveux, permettant aux stimuli internes et externes d'être traités sans réactivité excessive. Dans le langage du Tao, c'est comme laisser le fleuve couler sans l'endiguer ni le détourner. Le résultat n'est pas la passivité, mais une présence fonctionnelle, un état de disponibilité paisible. La reconnaissance de l'impermanence comme loi naturelle est indispensable. Dans le bouddhisme, l'esprit qui accepte l'impermanence cesse de lutter contre le flux de l'expérience. L'attention oscillante intègre cet enseignement en entraînant le détachement du contrôle. Lorsque le pratiquant alterne entre diriger et permettre, il expérimente, à petite échelle, l'impermanence comme mouvement naturel de l'être. La conscience comprend qu'il n'existe pas de stabilité définitive, seulement une continuité de transformation. C'est dans cette compréhension que naît le véritable équilibre, non pas celui qui reste immobile, mais celui qui se maintient dans le mouvement constant. Sous l'angle symbolique du yin et du yang, la pratique de l'oscillation est une manière de rejouer la dynamique même du cosmos. Chaque pôle contient le germe de l'autre. L'action porte en elle la semence du repos. La clarté abrite la possibilité de la confusion. Lorsque le pratiquant circule consciemment entre les contraires, il reproduit intérieurement le rythme universel. Cette expérience concrète dissout le dualisme rigide entre bien et mal, lumière et ombre, juste et faux. Sur le plan psychologique, cela réduit la fragmentation du moi et favorise l'intégration des contenus inconscients. L'ombre cesse d'être une menace pour devenir une ressource. L'application continue de cette technique conduit à une forme de sagesse corporelle. Le corps devient le terrain où la conscience apprend à lire les signes du flux. Tension, relâchement, résistance, abandon. Chaque oscillation consciente transforme les schémas automatiques en réponses délibérées. Les neurosciences appellent cela l'interoception consciente, la capacité de ressentir le corps sans projeter de jugement. Cette compétence constitue la base d'une régulation émotionnelle stable et se retrouve dans les pratiques taoïstes d'alchimie interne ainsi que dans les méthodes bouddhistes de méditation, vipassana. Toutes deux reposent sur le même principe. Observer sans interférer est la voie la plus directe vers la clarté. Enseigner cette pratique revient à enseigner une forme de raisonnement circulaire. L'élève apprend que toute polarité est pédagogique, que l'erreur contient un apprentissage, que le doute recèle une sagesse et que l'inconfort abrite une énergie créatrice. Cette approche déplace l'esprit de l'axe du contrôle vers celui de l'observation. Lorsque la pensée linéaire cède la place à la pensée cyclique, la conscience devient inclusive. L'élève cesse de demander « comment éviter le chaos ?» et commence à explorer « comment le chaos instruit ?» Ce changement de paradigme marque un point de maturité, autant en psychologie que dans la spiritualité. En somme, l'analyse du yin-yang que les moines redoutaient aboutit à la compréhension que l'harmonie n'est pas l'absence de contraste, mais la capacité de le soutenir. L'attention oscillante est l'entraînement pratique de ce principe, une technologie intérieure qui traduit une sagesse ancienne en neuroplasticité moderne. Taoïsme, bouddhisme et psychologie
convergent pour affirmer que l'esprit flexible est celui qui se rapproche le plus de la nature. Et comme toute nature, il pulse, alterne, respire. Ainsi, en pratiquant l'équilibre en mouvement, on ne trouve pas seulement la sérénité, on participe consciemment à la danse qui maintient le monde dans son ordre vivant. Peut-être que ce que les moines craignaient n'a jamais été le yin-yang lui-même, mais le miroir qu'il tend, la vision que rien ne peut être entièrement lumière, ni entièrement ombre. Ce qui existe, c'est l'espace vivant entre les deux, l'instant où l'être se reconnaît en mouvement et cesse de vouloir figer le monde. Dans cette perception, le contrôle se dissout et le mouvement redevient naturel. C'est là que le Tao se révèle, non comme une doctrine, mais comme un rythme. La question qui demeure est simple et désarmante. Si tout change, pourquoi persistons-nous à rester immobiles ? Le bénéfice de ce parcours ne réside pas dans les réponses, mais dans le regard qui apprend à soutenir le paradoxe. Lorsque nous comprenons que l'équilibre est une danse et non un repos, nous commençons à vivre avec plus de légèreté. L'esprit, autrefois divisé entre ce qu'il veut et ce qu'il redoute, apprend à observer son propre jeu avec clarté. Cette clarté n'est pas rationnelle, elle est expérientielle. Elle naît du contact direct avec ce qui est. Ainsi, la peur de l'opposé se transforme en révérence pour le tout. Le yin-yang cesse d'être théorie et devient respiration consciente. C'est le point où le savoir se change en sagesse. La théorie s'incline devant l'expérience et la compréhension devient geste. Dans le taoïsme, le véritable maître est celui qui n'a plus besoin d'enseigner, car sa simple présence transmet le flux. L'apprentissage ne consiste pas à accumuler des concepts, mais à désapprendre la résistance. Le silence, dans ce contexte, est le langage le plus précis. C'est en lui que les polarités se rejoignent sans besoin d'explication. L'équilibre devient alors une forme d'écoute. Ce qui se meut demeure entier, ce qui se fige se fragmente. L'harmonie n'est pas la fin du mouvement, mais sa continuité. Lorsque nous acceptons le va-et-vient des marées intérieures, nous participons au même rythme qui guide les étoiles. La conscience devient partie du cosmos et non spectatrice de celui-ci. Cette reconnaissance engendre la sérénité, non parce qu'elle efface le conflit, mais parce qu'elle le rend intelligible. Le Tao est le lieu où le contraste se change en communion. Cependant, il n'y a pas de conclusion possible. L'enseignement du yin-yang est circulaire, et chaque fin n'est qu'un retour. Ce qui a été compris aujourd'hui se dissoudra demain, pour renaître sous une nouvelle forme. C'est la sagesse du vide. Rien ne se perd, tout se transforme. La non-conclusion n'est pas un manque de réponse, mais une ouverture permanente. Et peut-être que la question la plus authentique qui demeure est « Quelle part de moi cherche encore à résister au flux qui me constitue ?» À ce stade, la réflexion devient une invitation, que chacun observe en silence son propre rythme intérieur sans chercher à le corriger. L'apprentissage commence lorsque nous cessons de rechercher la stabilité et apprenons à reconnaître la valeur du mouvement. Partager cette perception est plus qu'un simple acte de communication. C'est une manière d'affirmer que le paradoxe peut être habité sans peur. Les expériences de ceux qui pratiquent cette écoute sont le véritable champ d'étude de la conscience. Si ce contenu a résonné en vous, laissez le silence poursuivre la leçon. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez découvert entre un extrême et l'autre et comment le mouvement se manifeste dans votre propre vie. La chaîne Solstice demeure un espace pour cette exploration commune. Non pour conclure le chemin, mais pour marcher avec plus de présence. Car comprendre le yin-yang, c'est au fond apprendre à respirer entre lumière et ombre sans avoir besoin de choisir où demeurer.